Alors effectivement, c'est une question tout à fait légitime, étant donné qu'il y a encore actuellement pas mal de patients qui peuvent être en cours de chimiothérapie ou en cours de traitement par immunothérapie dite de maintenance, c'est-à-dire de l'immunothérapie qui est débutée après la chimiothérapie. Une fois qu'on a terminé la chimiothérapie, que la maladie est contrôlée, on enchaîne avec une immunothérapie pour essayer de contrôler la maladie le plus longtemps possible. Et c'est vrai que l'association enfortumab vedotin plus pembrolizumab a fait beaucoup parler d'elle, étant donné que les résultats étaient vraiment très encourageants. C'est pas pour autant qu'il faut se dire je suis sous avelumab, il faut désormais passer à cette association enfortumab vedotin plus pembrolizumab, tout simplement parce qu'on ne sait absolument pas si cette combinaison de traitements après une chimio et une immunothérapie de maintenance par avelumab est aussi efficace que chez des patients qui n'ont pas reçu de chimiothérapie. D'autant plus que l'association chimiothérapie puis avelumab reste quand même un excellent traitement avec de très belles réponses. Alors effectivement, on peut se poser la question, mais il faut savoir qu'en cancérologie, en général, quand on change de traitement, on aime assez souvent changer de classe. C'est-à-dire quand on a eu l'immunothérapie, si ça ne marche pas, il faut passer par exemple à de la chimiothérapie ou l'inverse. Rester dans la même classe thérapeutique, passer d'une immunothérapie à une autre, il n'y a aucune donnée qui suggérait que ce serait efficace, tout simplement parce que c'est globalement le même mode d'action. Après, il est vrai qu'il y a des petites subtilités. Certaines immunothérapies peuvent donner un peu plus d'effets secondaires que d'autres, même si la survenue de ces effets secondaires reste relativement rare. Et le mode d'administration peut être un peu différent. L'avelumab, ça se fait tous les 15 jours, alors que le pembrolizumab, c'est toutes les 3 semaines ou toutes les 6 semaines. Mais néanmoins, changer d'immunothérapie n'a aucun intérêt. Il vaut mieux vraiment rester sur le traitement qui a été débuté et qui a fait ses preuves dans le cadre de l'étude clinique qui a permis justement l'enregistrement de cette molécule pour traiter les patients. Donc vous dites en fin de compte, mais les immunothérapies normalement ciblent l'un ou l'autre récepteur, mais malgré ce que ça cible d'autres récepteurs, vous dites que c'est la même classe de médicaments et que c'est préférable de changer de classe de médicaments pour passer soit à chimio, soit éventuellement à d'autres types de traitements. Exactement. Si la maladie évolue, il faut changer pour une autre classe thérapeutique et dans ces cas-là, abandonner l'immunothérapie pour passer à autre chose. Si par contre le traitement marche, il n'y a aucun intérêt à changer de molécule, autant garder la même molécule d'immunothérapie qui fonctionne. Alors justement, on parlait de PDL1, anti-PDL1, ces classes-là. Est-ce qu'il y aurait encore d'autres récepteurs qui seraient ciblés par l'immunothérapie aujourd'hui ? Alors, il y a beaucoup d'autres récepteurs qui sont en cours d'évaluation pour justement être ciblés par d'autres immunothérapies que effectivement PD1 ou PDL1. Mais actuellement, dans le cadre des soins courants, il n'y a pas d'autres immunothérapies qu'on peut être amené à proposer pour les patients avec des carcinomes urothéliaux. Okay. L'erdafitinib, c'est une petite molécule, c'est-à-dire que c'est des comprimés, non pas des perfusions comme c'est le cas avec l'immunothérapie ou la chimiothérapie, qui a pour objectif d'aller cibler spécifiquement des cellules cancéreuses du cancer de la vessie qui présentent une mutation au niveau d'un gène qui s'appelle FGFR. Et on sait que quand la tumeur a cette mutation-là, globalement, ce traitement a de très bonnes chances de fonctionner et cela de manière extrêmement rapide. Parfois, en 2-3 jours, les patients qui ont des symptômes liés à leur maladie peuvent ressentir une nette amélioration, une disparition par exemple de la douleur ou d'un œdème lorsque cela est lié à la chimiothérapie. Donc c'est un médicament qui présente l'avantage d'être pris en comprimé, donc il y a un peu moins de venues à l'hôpital pour avoir le traitement, et qu'on peut proposer aux patients, mais pour cela il faut que leur tumeur ait cette altération au niveau du gène FGFR, sachant que ça touche à peu près 15 à 20% des patients. C'est un médicament pour l'instant qu'on a dans le cadre d'un accès compassionnel. Quand on parlait de prescription compassionnelle aujourd'hui, avant de rentrer dans une prescription courante, la démarche, c'est parce que c'est le coût de ce médicament qui est important pour qu'on n'ait pas aujourd'hui déjà l'accès courant à ce médicament ? Alors effectivement, en France, on a la chance d'avoir un système de santé qui nous rembourse beaucoup de médicaments, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, y compris dans les pays en Europe. Et c'est notre système de santé qui le rembourse. Néanmoins, ces médicaments coûtent effectivement assez cher. Et il y a toujours des discussions entre le laboratoire qui commercialise le médicament
et les autorités de santé pour se mettre d'accord sur un prix de remboursement de ces traitements. Et pour éviter de prendre en otage les patients le temps que ces discussions aient lieu, qui prennent en général plusieurs mois, voire parfois 1 an ou 2 ans, il y a ce système d'accès compassionnel ou précoce qui peut être proposé, où en fait le laboratoire met à la disposition des patients le nouveau traitement en accord avec les autorités de santé. Mais il existe parfois des périodes où effectivement, pendant quelques semaines, quelques mois, les patients ne pourront peut-être pas avoir accès à ce médicament entre la fin de l'accès compassionnel et le début de la possibilité d'avoir ce traitement dans le cadre des soins courants.